Alors, sur quel réseau vous êtes? Dites-moi sur quel réseau vous êtes, je vous dirai qui vous êtes. Je suis sur Telegram et Twitter. Alors déjà, la problématique, en effet, dans notre projet associatif, c'est de nous dire que beaucoup de jeunes gens vont dans tout un tas de réseaux justement pour se dire j'existe, un peu la maladie du smartphone qui était décrite dans un livre nôtre par un jeune homme qui avait remarqué, mais c'est terrible, quelqu'un en moi sort le smartphone, m'a-t-on appelé, mon réseau est-il avec moi, suis-je en train d'exister ou suis-je inexistant? Ah, quelqu'un m'a appelé, oh, quelqu'un m'a laissé un SMS, j'existe, je suis vivant, ça va mieux. Donc il y a aussi une maladie du réseautage. C'est Oscar Wilde qui disait pire que d'être détesté, être ignoré. Ah. C'est ça. Alors, Patrick, tu nous demandais, oui, quels sont nos réseaux. Alors, il y a les réseaux, tu as raison, on plonge là-dedans, sur le même autre. Il y a les réseaux d'amis, et je pense que c'est vital. Il y a aussi les réseaux en soi. Les réseaux en soi. C'est-à-dire j'entends par là les capacités à se mettre en raisonnement. Ah. Il y a... Ce qui suppose des sortes de points de vue en soi. Tu veux dire les réseaux de piliers? Ouais, non, des réseaux en soi, c'est-à-dire par exemple. Des réseaux de... Je pensais à une réflexion, quand tu es en réflexion, quelque part tu dialogues avec toi-même. Donc quelque part tu es déjà deux. Ah oui, d'accord. Tous les réseaux de neurones se comportent un peu comme les réseaux humains, c'est-à-dire que tu te retrouves avec une concurrence entre compétition et coopération. Tu as souvent un processus qui arrive avant l'autre, parfois tu as les deux simultanément, ou quasi simultanément, et à partir de là, la problématique elle est de se dire, nous, humains dans nos réseaux, est-ce que nous ne sommes pas en effet tellement marqués par le fonctionnement des neurones des grands singes dans lesquels nous habitons, donc Homo sapiens, que nous fonctionnons pareil avec beaucoup de compétition et de temps en temps, heureusement, de la collaboration, j'ai envie de dire, j'ai oublié le terme, coopération, merci Serge. Non, il y a beaucoup de connexions qui sont initialement créées et ensuite, effectivement, il y a une sélection. Les connexions les plus efficaces, celles qui marchent le mieux sont maintenues. Et c'est vrai que pour les réseaux sociaux, ça peut fonctionner comme ça. On se connecte à plein de monde et puis finalement on se rend compte qu'on finit que par dialoguer vraiment avec que quelques-uns. Oui, il y a une sorte de noyau qui se stabilise. Un peu comme dans les associations. Une sorte de 80-20 qui se... 80% de... Non, ça commence par 80%, puis il y a un noyau de 20% qui reste à peu près stable dans les années. Et après, le nombre de neurones, il est limité, même s'il est pharaonique. C'est quand même un système qui... quelques milliards, c'est dans le sympathique. On n'a pas quelques milliards de bons copains. La limitation, c'est le temps. C'est le temps qu'on peut consacrer à passer sur ces réseaux avec le monde ou à discuter. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une tendance pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes à diminuer leur temps de sommeil pour passer pas mal de temps jusqu'à des heures précoces de la nuit, de la matinée à discuter. Dès le matin, la première chose au réveil, effectivement, aller voir qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit, est-ce qu'il y a eu des nouveaux messages, etc. Ça mange le temps de sommeil. Et donc, paradoxalement, le temps de repos de nos neurones dans le cerveau qui ont besoin de se reposer, d'éliminer toutes les toxines. Le temps les toxines restent. Parce que finalement, si j'ai bien compris,
Le processus d'intégration et d'apprentissage, il se fait en partie quand 20 minutes. on dort. Absolument. On est en train de substituer un processus artificiel à un processus naturel, qui peut-être d'ailleurs a des effets, des mauvais effets pour la santé tout simplement du cerveau. Je ne sais pas. Alors, par exemple, on a des gens qui sont intéressés, je connais un spécialiste en France, à l'addiction, notamment l'addiction au téléphone portable, bien sûr, chez les plus jeunes, notamment dans l'adolescence ou après l'adolescence, où l'individu aurait besoin de se structurer, de se stabiliser, mais au contraire, il ne procède pas à ce que vient de dire Patrick, cette saine stabilisation neuronale après sélection, parce qu'il ne sait pas comment sélectionner, que sélectionner. J'ai plein d'amis, oui, mais lesquels garder, lesquels ne pas garder. Ouais. Donc finalement, ça devient, oui, avec le couteau de chacun, ça devient, je voudrais avoir plein d'amis, puis celui-là m'appelle ici, celui-ci me propose cela, et je ne sais plus où je vais. Ben, moi j'ai remarqué que sur mes étudiants au CNAM, il y avait quand même une tendance à essayer d'augmenter le nombre d'amis, c'est-à-dire une espèce de frénésie au nombre d'amis recensés. Et donc je recevais Superficiel ou pas? C'est juste le Ah, nombre, en c'est fait. juste le nombre, c'est un peu étrange. Mais je sais pas si ça continue comme ça maintenant. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas toujours gênant. Là, c'est le sociologisme d'Émile Durkheim. C'est-à-dire que la vérité, c'est ce que proposait Durkheim, la vérité est contenue dans le plus grand nombre. C'est-à-dire que si plein de gens croient dans telle idée, alors elle doit être vraie. Alors, ouais, ça c'est intéressant à mon avis dans notre débat. Parce que je pense qu'on est en plein dans cette erreur. On a fabriqué une espèce de monde qui fonctionne sur les statistiques et sur les gaussiennes. Et en fait, on a tout un système qui fabrique de la norme, même implicite, c'est-à-dire que les gens qui sont fabriqués selon ça, et donc ils finissent par s'auto-normer eux-mêmes en fonction de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils vont chercher inconsciemment la pensée qui finalement est dominante, et ils vont s'y conformer. Et qui va rapporter le plus de likes et le petit cœur. Voilà, et c'est ça. machin, ouais. Et donc ils ne vont pas être capables de ressentir leur propre différence, variété, spécificité, une espèce d'aliénation totalitaire par l'outil qui structure ce genre de choses. Et ça donne ce qui se passe en ce moment, à mon avis, c'est que les extrêmes en fait sont tellement rejetés par ce système qu'en fait ils réapparaissent, c'est-à-dire qu'ils se mettent en colère et puis ils essayent de se faire écouter. Ils parlent plus fort, en fait personne ne les entend. Et à la fin, ça génère de la violence. À mon avis, on est dans ce genre de problématique, même au niveau politique. On est dans ce genre de système qui finalement a écrêté tous les avis un peu, tu vois, émotionnels, réactionnels, humains presque. D'accord. Et donc on fabrique un homme, même au niveau de la médecine, on fabrique un homme statistique. C'est-à-dire qu'on te prend par exemple on fait une analyse de sang, et puis si t'es pas normé, on va te filer des médocs pour que tu rentres dans les normes, alors qu'en fait on sait très bien qu'un organisme il peut tout à fait il peut fonctionner en fait dans des normes qui sont apparemment c'est apparemment déséquilibré dans une norme commune, mais en réalité par rapport à lui-même il est tout à fait il est équilibré, si tu veux. Il peut être c'est des systèmes hors de l'équilibre. Il y a ça en dynamique des systèmes et puis dans les trucs de Prigogine, des systèmes qui fonctionnent hors de l'équilibre. Et puis ça dépend aussi des âges. Quand on est jeune, je me souviens de mes 20 ans, on s'en souvient tous ici, à nos 20 ans, on a besoin d'être avec des amis, on a besoin d'être dans un groupe de référence, on a besoin d'être dans un groupe d'appartenance, on a besoin finalement d'exister par rapport à une communauté. Quelqu'un qui passe par une grande école peut se dire « je suis référent à ma grande école ».
Mais celui qui est dans n'importe quoi, qui est dans de la précarité à beaucoup de niveaux, celui-là, ou celle-là, cet individu-là va se chercher un moyen de réseauter pour se créer sa famille, finalement. Donc, paradoxalement, finalement, on est quand même dans une société qui... c'est assez étrange parce que ces réseaux sociaux se développent, mais paradoxalement, il y a quand même de la violence ordinaire qui se manifeste aussi. Il y a il y a un vrai grand développement de l'appel vers ces réseaux. Je sais pas, il y a quand même 3/4 des gens qui finalement s'emparent des réseaux sociaux, en tout cas se mettent dans ces circuits-là, mais paradoxalement, c'est pas pour ça que le niveau d'urbanité sociale augmente. Ça, moi, je trouve ça un peu paradoxal. Il y a un besoin de se connecter aux autres, mais en fait, avec toujours une espèce de racine un peu animale, qui finalement... Est-ce que c'est vraiment un besoin de se connecter aux autres, ou c'est plutôt un besoin de se montrer aux autres? C'est une question que je pose. Intéressante, oui, parce que ça rebondit sur ce que disait Patrick sur certains réseaux professionnels où il faut expliquer j'en suis pour avoir le droit d'exister, pour avoir une promotion peut-être, pour être embauché. Et si on ne peut pas dire j'en suis, et si j'en suis mais je suis avec trois suiveurs, 3 amis, c'est pas assez. Si j'en ai 3000, ça commence à devenir respectable. Si j'en ai 300, on pourrait s'intéresser à moi. Donc on revient sur la logique de être connecté à un groupe de gens en réseau pour exister socialement. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exister Socialement. Oui. Oui. Ouais, c'est-à-dire C'est pas finalement pour ça. sa voix et puis C'est pas pour ça que la personne, d'un point de vue existentiel, elle est tangible et solide. Enfin, je sais pas comment dire ça. Ah mais... oui, bien sûr. Et donc j'ai l'impression qu'on parle un peu d'une illusion, d'une illusion de l'époque. Donc l'autre, c'est des Tomato, on s'appelle Tomato. Disons que on a aussi des âges et des âges psychologiques, voire même ontologiques. Si j'ai failli mourir quand j'étais bébé, ou j'ai failli mourir quand j'avais 5 ans, quand j'avais 12 ans, évidemment, je vais me dire, la vie intense, c'est de pouvoir être présent à moi-même, présent à l'autre, et être dans des moments intenses de vrais questionnements sur la vie, sur le sens de la vie. Mais si j'ai toujours été dans une vie tranquille, tout me tombait dessus, ou même dans une vie catastrophe, mais je n'étais jamais amené à me dire je pourrais ne plus être, et à ce moment-là, ma vie, elle est simplement paraître en société, être reconnu, avoir telle ou telle gradation dans la société, tel ou tel métier. Donc on revient à ces réseaux professionnels où l'individu a l'impression d'exister parce que, au moins, il se manifeste, il paraît. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il est interchangeable. C'est-à-dire Oui, qu'il joue une sorte de rôle d'un employé modèle qui est interchangeable. Or, il faut se rendre nécessaire, peut-être pas être viré, c'est-à-dire se rendre indispensable. Donc finalement, sortir du lot. Il y a une sorte d'aspect moutonnier comme ça, mais ça peut être dangereux de se fondre dans la masse parce que du coup, on est interchangeable. Oui, je pense qu'il y a une vraie question là-dessus, c'est-à-dire que par exemple, je reprends mon exemple du CNAM, c'est vrai que la façon de remettre les personnes dans un job ou suite à des difficultés de la vie, que ce soit des divorces, des accidents, des choses comme ça, c'est justement d'aller à l'envers, c'est-à-dire de créer avec la personne des projets qui sont liés à leur propre personnalité, leur propre désir et envie. Et à ce moment-là, on voit vraiment des caractères se dégager. Et c'est vrai que on est face à des gens qui vont être convaincants et qui vont en fait porter ce qu'ils développent. Sinon, on va avoir des gens qui sont effectivement interchangeables comme des logiciels
qu'on met dans une machine. C'est-à-dire on a des fonctions et puis on déplace des humains qui seraient comme des sortes de fonctions qui sont normées et qui peuvent qu'on peut virer facilement, et c'est ce qui se passe très concrètement aujourd'hui. On est dans une société qui finalement a des gens qui malheureusement sont dans un système qui leur propose ce genre de choses, d'où la désaffection d'ailleurs des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs. Je te laisse verser vers Serge. Je verse Serge. Mais est-ce que là, ton analyse, elle est bien sûr collective et en haut, mais est-ce qu'à l'échelle de l'individu, quand je suis un individu, et surtout quand je suis jeune, quand j'ai une vingtaine d'années dans ma tête à moi, je suis unique. Je n'ai pas assez de gens que j'ai côtoyés à 20 ans pour réaliser je suis comme tout le monde. Et d'ailleurs, le propre de chacun, c'est de dire je suis unique, et le voisin qui dit je suis unique, et le voisin qui dit je suis unique. C'est très commun de penser, de croire être unique. Alors que, en effet, c'est quand on a été frotté à d'autres qu'on se dit quelle est ma véritable touche d'unicité, d'individualité. Et ça, c'est après que ça peut venir. Donc beaucoup de gens, à mon avis, sont dans cette mythologie de se croire unique et d'avancer dans le système, la tête baissée en se disant oui, je vais gagner, je vais réussir, parce que j'ai ça et ça. Je parlais récemment une jeune fille, justement, donc Aurélie, qui nous a rejoint sur le projet de livre collaboratif. Donc elle était intéressée pour travailler sur les neurones de concept. Et à partir de là, elle essayait, puisqu'elle doit être en niveau licence, elle essayait pour se préparer, s'orienter vers un master, et elle me disait oui, mais c'est dur, j'arrive pas à obtenir un stage. Je lui dis, au jour d'aujourd'hui, pour réussir, il faut utiliser des biais. Alors, biais cognitifs, biais affectifs, biais motrices-perceptifs, c'est-à-dire, je lui disais, tu vas chercher un budget quelque part, tu rencontres le monsieur ou la madame budget dans ton entreprise, eh bien, si tu demandes le budget, on sait que ce sera non. Mais tu lui dis, ah là, je suis arrivé à vélo parce que j'adore la bicyclette. Mais le monsieur ou la madame budget qui adore la bicyclette va dire, ah, vous aussi, et là, tu as le budget. Donc, je lui expliquais comment, par rentrant dans telle ou telle société savante, elle pourra réussir ce qu'elle ne pourrait pas réussir autrement. Donc, on est dans la croyance, la mythologie de l'individualisme. Mais derrière, il y a le mouchoir jetable, en effet, tout le monde est précarisable parce que tout le monde ressemble à tout le monde, en se croyant naïvement exceptionnel, mais il y a des moyens de créer la réelle exceptionnalité. Je pense que les gens veulent être exceptionnels et uniques, mais ils ont besoin de validation. C'est ça. Derrière. C'est-à-dire qu'ils veulent être le bizarre, être immédiatement reconnaissable, mais tout en ayant le sentiment d'être accepté. C'est ça, absolument. Il y a un paradoxe, mais il est là. Ouais. Mais en fait, moi, ça me fait penser à quelqu'un que je connais qui est vraiment dans les réseaux comme ça, mais qui considère que c'est une nécessité pour pouvoir travailler, pour avoir une activité. D'accord. C'est devenu comme une sorte de marché, c'est-à-dire qu'avant, tu avais le marché, tu présentais tes marchandises. Maintenant, le marché, la surface ou l'espace du marché s'est déplacé vers ces réseaux-là. Et à la limite, quelqu'un qui n'entrerait pas dans cette mécanique, finalement, serait pas reconnu, ou en tout cas n'aurait pas de contrat. Oui, ça valide ce que vient de dire Patrick, absolument. Mais Mais oui, mais je continue, c'est-à-dire que le problème, c'est que quelque part, ça tord aussi un peu la façon d'être profonde des personnes. C'est-à-dire ça les oblige quelque part à faire un mouvement d'identification à un personnage qui ensuite peut les mettre mal à l'aise et leur renvoyer des images d'eux-mêmes qui ne sont pas du tout conformes à ce qu'ils sont profondément.
Mais moi, je vois ce que ça donne au bout d'un moment. Ça donne des gens qui sont, voilà, qui ont des soucis, qui ne savent plus trop qui ils sont. Enfin, bon, C'est la mise en scène, le théâtre. Oui. Sur la toile, sur Internet, c'est chacun. Enfin, chacun. Je me posais la question aussi du pourquoi on s'inscrit sur tel et tel réseau et de l'objectif. Est-ce qu'au fond de nous-mêmes, il y a quand même un objectif. On s'inscrit pour avoir de l'information, on s'inscrit pour développer une entreprise, développer un projet, on s'inscrit pour avoir des amis qui pensent comme nous, on s'inscrit pour ce qu'on a dit pour paraître, Pour épier ce que font ces pour amis. épier les amis, pour savoir où un tel part en vacances. Pour éviter les concurrents. Exact aussi. Oui. mais est-ce que tout ça, justement, c'est plutôt des déviances? Ça fabrique de la maladie, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, mais ça fabrique de la maladie, du stress, du stress pour l'être. Je pense par exemple, si on prend l'exemple de la médecine, bon, finalement, on a des gens qui commencent à penser comme ça, qui disent ah bah oui, finalement, pour être connu, il faut passer par les réseaux sociaux et tout. Et je dis absolument pas. Si le médecin il est bon, il n'a pas besoin de faire du marketing, quoi. Les gens par le bouche à oreille, ils viennent me voir et Oui. c'est un gage de qualité de C'est vrai. de son état d'art ou de son talent spécifique. Mm. Et donc j'ai l'impression que ces systèmes-là, ils font plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font un travail de nivellement et d'égalisation par le sémantique ou par l'image, par La la note. norme, par la note et Moi, tout. Et en c'est la réalité, note, c'est un peu comme si il y avait cet exemple, l'histoire des confitures de la grand-mère. Je veux dire, d'avoir des confitures dans un supermarché, ça n'a rien à voir avec les confitures que te fait ta grand-mère avec ce qu'elle met dedans comme lien. C'est éminemment différent, mais on va essayer de te faire croire que la confiture qui est dans le supermarché, c'est la même que celle de ta grand-mère. C'est une bonne maman. Donc C'est la ce que j'allais question, dire. c'est voilà, Oui, la question, c'est la transmission. La question, c'est l'héritage d'une forme de lien et de prise de soin qui en fait passe par le niveau individuel. Et pas par ça peut être par un média, mais c'est quelque chose qui Il y a quelque chose d'affectif et qui est est long, affectif, qui est sur un temps voilà, long. c'est ça. En fait, alors que là, on est dans un temps immédiat. Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est une vidéo qui dure pas plus de 10 secondes, c'est une photo, ça s'attache à des trucs extrêmement éphémères. En fait. Mais là, ce que disait Stéphane, ce que tu me disais, c'est, je trouvais extrêmement intéressant, c'est la notion de marché. Alors évidemment, la libre concurrence n'existe plus quasiment On plus. fera un montage. Sinon, pour les petites entreprises, je disais oui, mais sinon, ce sont des grands groupes industriels qui organisent le marché en sous-main, on le sait, ça fonctionne au niveau international, mais tu évoquais le supermarché. Le supermarché, c'est peut-être justement le meilleur exemple du réseau dont on ne prend pas conscience. Alors évidemment, on n'est pas aux États-Unis, on sait que les Américains passent leur temps au supermarché. Ils vont dans la classe populaire, et c'est connu. Mais nous, dans les banlieues défavorisées, ça arrive aussi que beaucoup de gens passent du temps au supermarché. Les jeunes, oui, c'est ça, les jeunes traînent au centre commercial. C'est ça. Centres commerciaux. Aller voir des vitrines avec des produits qui n'ont pas les moyens d'acheter. En fait. Ah oui, c'est la Et- Madeleine, enfin c'est la Madeleine de Proust en vitrine, enfin, c'est avant, c'est ça, le supermarché, ça a été une avancée. Attends, excuse-moi. Ça a été une avancée formidable. Hein. Mais justement, c'est ce vers quoi je voulais en venir, c'est que quand on pense aux premières publicités dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, on est devant l'idée qu'on va, par exemple, montrer quelques fromages. Et après, on se rend compte que les gens n'achètent pas. Donc il y a des instituts qui conseillent, mettez-en beaucoup plus de fromage, plus de gros morceaux de fromage, et là les gens vont se dire, ah, je peux me permettre d'en prendre un petit morceau, puisqu'il y en a beaucoup et c'est gros. Et peu à peu, le
supermarché, d'ailleurs, c'est amusant les mots, ça. C'est un marché super. Il devient hyper. Bon, je sais pas s'il va tout Avant de perdre. devenir cyber. Est-ce qu'il va gagner? Avant de devenir cyber. Ah oui, il est Amazon. cyber, c'est vrai. Il est cyber. Ah oui, oui, tu as raison, Patrick. C'est vrai. Hein. Il est Donc, cyber. Méga cyber. Méga cyber. Méga cybermarché. Mais ce qui est intéressant, non, mais tu as raison, c'est très intéressant parce que là, c'est là qu'on se rend compte que la notion de réseau, chez beaucoup de gens, c'est aussi un réseau concret. On va quelque part où il y a profusion, on est rassuré, c'est rassurant, on a tout. Et dès qu'il Belle image. n'y a plus de moutarde dans le rayon, c'est la panique dans le supermarché. Voilà, Voilà. Il y a un rayon vide et c'est la vision de l'apocalypse en fait. Ça, C'est la finitude du peur monde vide. qui est enfin visible dans cette abondance. La peur Le du rayon de la moutarde. C'est la fin de la réponse, non? C'est la Voilà, peur c'est du ça. vide. C'est La peur du vide. Bah, Ah surtout oui, la, mais c'est vrai qu'on a des gens. la moutarde qui qu'on met sont le piment dans la vie, dans la gorge, dans le palais, voilà. Mais c'est vrai que moi, d'un point de vue personnel, quand je vais dans un supermarché, de voir tous ces rayons carrés, tout ça, ça me rassure. Je me sens, comment dire, cadré. On a l'impression qu'on est Dieu et qu'on peut choisir un petit peu toute la toute-puissance de choisir le yaourt parmi les 250 yaourts possibles. C'est en fait complètement une illusion totale parce que justement, tu fabriques rien, tu produis rien, Pour rien, tu ouais. ne fais que utiliser quelque chose qu'on a réussi pour toi. Voilà, mais bon. Oui, mais Oui, mais tu pourrais aussi faire un geste intentionnel quand tu consommes, mais là, même pas. Le produit, il a déjà le discours dessus, il est déjà connecté à une. Oui, mais dans le réseau, si on revient sur le réseau, le produit, c'est toi. Le produit que tu donnes aux autres, c'est toi qui donne le produit au réseau. Donc, dans le supermarché, dans l'hyper-réseau, les produits sont nous. Et on cherche avec le meilleur produit. Enfin, on cherche. C'est-à-dire, il se peut que l'on cherche le meilleur produit du réseau. Oui, alors en fait, c'est une manière de. On remplit, c'est comme la Facebook, c'est comme la Stasi, mais c'est toi-même qui remplis ta fiche. C'est ça. Automatiquement. Donc, C'est- c'est ça. Oui, ben, et c'est ce que à travers ce que tu écris, à travers ce que tu écris et à travers les connexions que tu fais, il a ton profil. Et ensuite, il t'envoie de la publicité qui est ciblée. Qui est ciblée par rapport à ça. C'est comme ça que ça fonctionne et qui se fait de l'argent. Donc c'est finalement une agence de renseignement, mais c'est l'efficacité du capitalisme fait que c'est toi-même qui remplis la fiche et pas le fonctionnaire de la Stasi ou du KGB, tu vois. D'accord. C'est une jolies du travail. Oui, c'est vrai finalement, ça amène des systèmes qui finalement te font. Te poussent finalement, oui, te poussent à te caractériser toi-même pour que finalement Sortir du bois on te, et ouais. on te stigmatise et ensuite on te capte ton attention et ensuite on te vend des trucs. Alors quelquefois, oui, quelquefois On c'est te met cocasse. dans un processus de finalement d'addiction. En fait, C'est ça. indirect. Alors, quelquefois C'est ça. c'est cocasse parce que à un moment je préparais un cours pour mes prépa CAPES sur la reproduction humaine et où je suis allé chercher plein de termes et ensuite j'étais abreuvé de publicité pour les sites de rencontres. Il avait parfaitement noté que tous les termes que j'utilisais, donc c'était très drôle. Ce coquin d'algorithme. Voilà. Alors, ce qui est interpellant, c'est que il y a le supermarché, il y a le marché industriel, il y a le marché matrimonial, il y a le marché des amis, il y a le marché professionnel. Et dans tous ces marchés, la problématique, c'est comment l'être humain réussit à savoir se retrouver lui-même, à savoir qu'il est dans un marché, parce que c'est nécessaire, on l'a dit tout à l'heure, c'est valorisant, mais en même temps savoir je suis dans le marché. Donc, déjà de dire je suis dans le marché, c'est de ne pas y être complètement. Ou d'assumer. Je suis dans le marché, d'assumer. Je suis un produit. Oui, mais assumer, ça veut dire en prendre conscience. Par contre, il y a des Assumer gens. qu'en disant, moi je me viens de l'idée du mal nécessaire. C'est-à-dire, si tu assumes quelque chose, c'est parce que tu sais que Mais oui. c'est un mal nécessaire. Mais si tu ne sais pas Voilà. que c'est un mal nécessaire, ça veut dire que tu n'es pas conscient de la différence entre, je sais pas, un ami et un client. Enfin, C'est ça. je suis un peu C'est ça.
Donc il y a beaucoup de gens en réseau, qui sont dans des réseaux, mais ils n'en sont pas conscients. C'est un mécanisme. On est tous dans le réseau, mes copains sont en réseau, donc je me mets dans le réseau. Pour être avec mes copains, pour être reconnu par mes copains, pour ne pas me dissocier de mes copains. Mais quand je suis prisonnier du réseau, bien là, je ne sais même plus que je pourrais ne pas y être ou être dans un autre réseau. Je suis en sectarisé, si j'ose dire. Mais on bascule de la vie réelle, si j'ose l'exprimer comme ça, à la vie virtuelle. Oui, Donc c'est raison. Et là, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais si on aborde le métaverse, on peut se poser beaucoup de questions sur on va vivre virtuellement. Enfin, les gens qui seront sur les réseaux. Et là, on parlait de Non, conscience. attention, tu dis on va vivre. Non, c'est pas ça. C'est que les gens vont être aspirés par quelque chose qui sera une illusion de vie, mais qui ne sera pas la vie. Enfin, justement, c'est là où il y a Exact. C'est la seconde life, justement. C'est une vie pour ceux qui n'ont pas de vie. mais c'est Tu rentres chez toi, tu t'occupes de ton chat et après tu t'ennuies. Non, tu t'occupes de ton chat dans le réseau. Dans ta dans les cabochette. chats. Ah, Dans oui, ta c'est encore cabochette. mieux. Voilà. Des études là-dessus, par exemple pour Second Life, c'était des gens, c'est vraiment ce que j'ai dit, qui avaient leur vie métro boulot dodo, et leur vie, ils connaissaient presque personne, ils s'ennuyaient, et là soudainement, ils étaient quelqu'un, une personnalité importante, ou un, je sais pas, un grand joueur de sport, ou cela, et grâce à leur avatar, ils existaient. Oui. Donc enfin, plutôt que de déprimer, tomber en dépression, ou envisager de se suicider, bien soudainement, il était dans l'autre monde. Donc c'est peut-être un palliatif psychosociologique, mais psychothérapique, enfin, évidemment, mais à long terme, c'est aussi amener des gens en masse à fuir leur force de combattre pour essayer d'avoir une société meilleure et de trouver une place plus heureuse. Ben ça, c'est très. Moi, ce qui me frappe en ce moment dans l'époque dans laquelle on est, c'est justement l'incapacité des gens à être dans la société qu'ils décrivent. C'est-à-dire qu'ils parlent de la société comme si c'était quelque chose d'extérieur. Ils disent oh ben ceux-là font les grèves, oh ben il y a des problèmes, oh ben voilà. Mais en réalité, il n'y a pas de connexion avec leurs propres pensées et leurs propres actions. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la connexion entre le fait qu'ils sont une partie de la société, c'est un des membres, toi et moi nous sommes des membres de la société. Néanmoins, on regarde le corps de la société comme étant extérieur à nous et en n'ayant pas de connexion entre nos actions, nos pensées et ce que devient la société. Mais c'est fragmenté. C'est comme si, voilà, c'est comme si, oui, mais c'est profond. Moi, je viens le premier, je vais m'emporter sur des trucs alors qu'en fait, j'en fais partie. Et je pense que là, il y a, oui, des trucs, Les thématiques Les épouvantables. et donc, il y a une problématique, je pense, d'enseignement, d'éducation. Mais Il y a une vraie, un vrai enjeu sur la participation et le couplage entre ce que je pense, par exemple, ici maintenant, de la société, et comment je suis en relation avec toi, dans une certaine urbanité, et la problématique politique. Il y a un vrai, comme des schizophrènes, si tu veux. tout à fait. Il n'y a pas de. Ça se voit pas, et les gens vont décrire un mauvais comportement chez l'autre, mais en fait, ils vont pas observer le bon comportement pour eux en relation avec l'autre. C'est assez bizarre. C'est un peu fou. Quand tu écoutes un documentaire, c'est très frappant, un documentaire qui va te parler de la planète Terre, et tu entends le commentateur qui dit vous habitez sur la planète Terre, vous êtes un être humain, comme si lui, le commentateur, il n'était pas un être humain, il n'habitait pas sur la planète Terre. Souvent, j'ai écouté comme ça, mais ils sont bizarres ces gens-là. Donc, oui, il y a cette schise, cette séparation, cette pré-schizophrénie que tu évoques. Stéphane, oui, c'est complètement là. Mais ça aussi, c'est lié peut-être à la société même. Alors, tu évoquais le domaine politique. Une société où la police, P-O-L-I-S au sens grec du terme, la notion de cité, la notion de citoyenneté, la notion de on est ensemble, est toujours compartimentée par les réseaux, justement, et non pas globalisée.
très peu de gens ont une notion de la planète. Ces gens qui vont être devant un processus qui n'est donc pas global, qui n'ont pas l'idée de la planète sur laquelle nous sommes, à partir du moment où on va parler d'écologie, ils vont réaliser que nous sommes sur une planète, qu'il n'y a pas que nous les humains et notre société, l'argent et le pouvoir et la voiture et le train et la maison et est-ce qu'on a acheté du poulet pour ce midi. Soudainement, ils s'aperçoivent mais il y a des plantes, il y a des animaux, il y a un écosystème. Donc c'est déjà un début pour aller peut-être vers plus large. Alors, il est parfois bien de pouvoir stopper le réseau parce que, rappelle-toi Serge, Christina, il y a quelques années, une amie qui était là, et soudainement, bip bip bip, le téléphone, et c'est son mari qui l'appelle pour lui dire que leur fils était parti en fugue. Ah là là, bon excusez-moi, je vous quitte, et elle court. Oui, parce que le téléphone portable, là, ce que tu viens de dire, c'est aussi une forme de réseau. On est en réseau avec les autres parce qu'on peut s'appeler à n'importe quel moment. Oui, ce qui n'existait pas. Ce qui n'existait pas au siècle dernier. Oui. Même fin XXe siècle. On cherchait les cabines téléphoniques Exactement. pour appeler quand on était en retard ou quand il y avait quelque chose de pas prévu. Ça a quand même complètement changé. Et je me posais la question tout à l'heure, le temps passé sur les réseaux actuellement, ce temps-là, on l'utilisait comment? On l'utilisait en lecture, j'écoutais la radio, on écoutait la radio. Regarder la télévision, c'était pas forcément des choses forcément très intelligentes. Non, mais comment l'utilisait-on? Non, parce que la lecture. Au siècle dernier, au XXe siècle, oui, la radio, la radio au début du XXe siècle, la télévision à partir de la seconde moitié, c'était le réseau. Et mine de rien, c'était pas personnalisé en fait. C'était un réseau qui envoyait des informations, des émissions pour le plus grand nombre. Donc du coup, ça permettait de fédérer des gens autour d'un certain nombre de choses. Là, tout est complètement atomisé, personnalisé. C'est pour ça que les gens ne se parlent plus. Il n'y a plus de culture commune. Avant, les gens regardaient le journal de 20h, regardaient la même série Dallas, regardaient la même émission Champs-Élysées, machin, et en discutaient ensemble. Maintenant, tout est complètement atomisé. Et je me disais aussi qu'on rentrait chez nous et on utilisait le téléphone fixe, un téléphone pour appeler les gens qu'on n'avait pas pu joindre dans la journée, pour prendre des nouvelles, alors que maintenant, les nouvelles des gens de notre entourage, on peut les obtenir à n'importe quel moment. Et s'ils ont un souci, ils vont nous téléphoner, ils vont nous appeler, ils vont nous envoyer un message. Alors qu'auparavant, il y avait cette partie de la soirée qui était consacrée peut-être à appeler un tel pour prendre des nouvelles. Alors que là, tu échanger socialement. Le short message system, tout au long de la journée. SMS, même à 3h du matin. La nuit, tout au long de la journée. Oui, c'est ça. Il y a aussi le SMS aussi permet de quelque part temporiser un peu. Mais il y a deux systèmes en fait. Il y a un système qui est un peu temps réel et puis un système qui est un peu de l'espace et du temps. Par exemple, sur WhatsApp, on sait lorsque l'interlocuteur a ouvert le message. Oui, si tu as la fonction, mais moi je... Voilà, mais il y en a qui gardent cette fonction-là, donc tu sais si la personne ne répond pas, c'est un événement en soi déjà. Mais à gamberger, mais pourquoi est-ce qu'il ne répond pas? Peut-être il n'a juste pas le temps parce qu'il a autre chose à faire. Mais c'est parce que très... ça te met dans l'attente. C'est ça. Est-ce qu'on a le droit de ne pas avoir le temps? Je trouve que c'est très intéressant de se dire que beaucoup de gens sont un peu comme des enfants gâtés dans ce monde des réseaux très accessibles, parce qu'ils veulent tout de suite l'information, tout de suite l'autre devrait répondre, et il n'y a plus cette qualité de l'attente. Au XXe siècle, on envoyait un courrier, alors je ne parle pas encore du XIXe siècle, de George Sand qui devait... on revoit d'ailleurs qu'il devait attendre des jours et des jours, sinon des semaines, voire des mois. Et là maintenant, au XXe siècle, on attendait 3 jours, 5 jours
l'autre reçoive le message en espérant qu'il ou elle réponde rapidement. Ça allait remettre 3 jours ou 5 jours pour revenir. L'attente était là, et pendant l'attente, il y avait justement ce qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, la prise de conscience de soi, la concentration, un recul. Il y a la prise de conscience de ce qui s'élève dans ton esprit par rapport à une personne. Proust évoquait tout à l'heure, oui. Donc, c'est important de savoir que... Et puis là, tu viens de dire un mot important, parce que on écrivait si c'était important. Et maintenant, quand j'entends ce que tu viens de dire, je me dis, mais on écrit pour n'importe quoi, on écrit plus, c'est important, on écrit, on écrit pour être vu, on écrit pour envoyer un post, ce qu'on appelle un post, un message sur les réseaux, mais est-ce qu'on a cette réflexion? Alors justement, parce que là, on revient sur le on global que j'évoquais tout à l'heure comme un risque de se tromper, parce que je disais qu'il y a des individus qui vont avoir vécu la mort ou vécu un drame, et ça les amène à être plus adultes que d'autres. Ceux-là vont évidemment être de ceux qui se diront, mais pourquoi j'écris ça? Est-ce que ça a du sens? Ou tel m'écrit ça? Par exemple, depuis la période Covid, c'est étonnant d'observer le nombre de gens qui nous écrivent « Comment vas-tu ?» Ça ne m'intéresse pas plus, à mon avis, qu'avant, mais c'est devenu une sorte de rituel. Et... Ouais, le prenez soin de vous. Oui, ça c'est Le plus prenez juste. soin de vous et de Ça, vous c'est beaucoup plus juste. Oui, Prenez soin Il de est vous. passé dans les C'est vrai, argumentaires c'est de vrai, vente. ouais, Ça, c'est effrayant. C'est vrai. C'est effrayant. Quand c'est pour de la vente, oui, c'est triste, c'est vulgaire, peut-être même grossier, c'est-à-dire on a pris une beauté, on la souille pour gagner de l'argent, c'est tragique. Mais oui. Mais cela dit, oui, la vraie question, elle est là, se retrouver devant une période où il va y avoir plein de termes et plein d'émotions derrière ces termes, portés par « il faut avoir l'air comme tout le monde », d'ailleurs c'est même pas « il faut avoir l'air comme tout le monde », c'est automatiquement, C'est un automatisme. comme un robot. C'est un robot, c'est une déjection. Oula, c'est dur ce que je viens de dire. On est encore à taille. Et bon, dans les côtés positifs des réseaux, il y a aussi, je parlais du métier d'antan, mais ça permet aussi à des artisans de promouvoir leur savoir, leur savoir-faire. Et donc il y a cette... Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin. C'est ça qui me gêne D'accord. dans ce système, c'est que, est-ce que, à mon avis, on va être dans un système qui, au contraire, va redévelopper la valeur des métiers qui sont à valeur ajoutée, où les gens ont des vrais talents. Parce que comme tout se normalise, finalement, tous les objets qui, il y a 100 ans, étaient des objets un peu spécifiques et pas à disposition de tout le monde, se sont dupliqués de façon incroyable. On boit du Bordeaux 2012, peut-être qu'il y a 50 ans, c'était quelque chose qui était réservé à 50 personnes. Enfin, alors qu'aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Je pense que donc toute la valeur de l'artisanat faisant état d'une vraie qualité de transmission de savoir-faire et va prendre finalement de la valeur. Ça va prendre de la valeur, je pense. Ça, ce produit industrialisé, fabriqué Je pense qu'on est en à train la de... chaîne. ouais. En plus, avec les histoires Très économique. d'imprimantes Imprimante 3D, Ouais. je pense que la valeur se déplace. La valeur, elle n'est plus sur la production. Elle sera sur l'imagination. Oui, mais pour survivre, l'artisan, il a besoin des réseaux. Maintenant, sinon, il ne survit pas dans le... Oui, pour vendre, oui. Oui, Se faire survit voir. pas dans la société. Je Il va sais pas trop. disparaître. Mais si, parce que si tu es artisan et que... peut oublier, hein. Non mais attention, tu parlais du bouche à oreille, mais si tu es artisan, faut que tu payes ta patente, tu payes tes machines, tu payes tes ouvriers, etc., etc. Et en tant qu'artisan, c'est pas seulement le bouche à oreille en disant
comme on parlait du médecin tout à l'heure. C'est pas possible, parce que, à moins que tu sois artisan devenu très célèbre, on parle de toi dans toutes les publicités, bon là d'accord, tu as la file d'attente des clients, ouais, ça t'apporte, mais sinon tu es débutant, il faut trouver des clients. Comment tu vas les trouver? Et donc tu es obligé d'avoir un réseau et une intense publicité dans le réseau. Il y a un réseau, un site internet. Ben, il y a une concurrence, c'est-à-dire que l'attention des gens va être captée par ceux qui ont un réseau et qui jouent le jeu. Et si toi tu joues pas le jeu et tu es isolé dans ton coin et que le bouche à oreille fonctionne, tu vas te faire avoir en fait. C'est une question de concurrence mutuelle. Donc c'est difficile de résister en fait. Et puis, pour revenir à ce que tu disais, Stéphane, auparavant, l'artisan, on le recherchait. Et maintenant, il y a pléthore d'artisans parce que tu peux sur les réseaux obtenir très rapidement. Est-ce que c'est vrai ça? Auparavant, tu cherchais l'artisan quand même. On cherchait. Si tu voulais un beau meuble, bon, bah, tu allais prendre le temps de chercher. Peut-être que tu allais demander à tes amis. Mais maintenant, tu veux un beau meuble, tu vas peut-être pas aller demander à tes amis, tu vas aller regarder sur Internet. Et puis avec Oui, les mais notations, les avec la classements, notation, Et un vrai beau meuble à façon fait d'une certaine manière, je suis sûr que tu ne vas pas le trouver sur les réseaux d'Internet. Justement. Bah si, la personne qui tu- les fait va tu- avoir sa page. Et Voilà, tu Je googles, suis pas sûr. Je suis pas sûr. tu regardes en effet, À la comme vient de limite. dire Patrick, il y a Je les suis pas sûr. Justement, je suis en train de. Moi, ce que je pense, c'est que c'est pas ça. Justement, les personnes qui vont avoir un savoir-faire unique, spécifique et avancé au sens d'une tradition qui a été transmise pendant des centaines d'années, je pense que justement, ils ne seront pas dans ce circuit-là. Ils seront justement pas dans ce circuit-là. il faut qu'ils aient déjà un nom suffisamment connu pour pouvoir s'en passer. Ça Ouais, va Faire l'utilité parce que la mémoire se perd. Hein. Enfin, les jeunes générations, le premier réflexe, quoi que ce soit, c'est d'aller voir sur Google. Hein. Ils seront sur Internet parce que mondialisation, s'ils sont vraiment très connus, maintenant on est dans une. Je disais tout à l'heure, j'ai pris l'expression la course à l'échalote. Et là, c'est toujours pareil, c'est la course à. Même si le produit est de très haute qualité, et c'est un produit finalisé, fabriqué à la main, avec un savoir particulier, même dans ce cas-là, il faut vendre. Malheureusement, on en est là. Mais enfin voilà, mais donc là, on est en pleine discussion sur la vente d'objets, mais quel rapport avec Bah si, le l'humanité, réseau. enfin, Bah, si. oui, avec le réseau, mais Bah, si, quel rapport sur le avec, réseau. avec l'humanité? Je veux dire, l'humanité, c'est pas que le commerce, quoi. Mais Bah, donc un réseau, on peut se poser- réseau. On peut se poser la question. Là, on parle d'un réseau On peut se poser la question. On parle d'un réseau là de nature commerciale, alors que bon, pour moi, le réseau, c'est pas forcément Mais oui, quelque chose qui est commercial. Donc le réseau, Tu par peux exemple, dire des que c'est- neurones qui m'habitent, il est pas dans une logique de consommation, distribution et voilà, sûrement d'énergie, mais Tu n'en sais rien. Tu n'en Bah, sais il y a un rien. aspect, les gens se détachent de l'aspect affectif, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, c'est un produit, et qu'importe la personne qui l'a fait, si c'est un ami, pas un ami, si c'est quelqu'un recommandable, pas recommandable, ils veulent le produit quoi, qui fonctionne et qui soit joli. Ils le dissocient de l'affect voilà, qu'on peut avoir. dissociation, pas de transmission de la question. Mais allons plus loin, Stéphane, par rapport à ce que disait Serge juste avant. À mon avis, il n'y a pas que l'aspect commercial au premier sens du terme. Exact. c'est ce que Quand je- on pense qu'on a des expressions chez les sociologues telles que marché matrimonial pour évoquer des gens qui tombent amoureux les uns des autres. Waouh, marché. C'est plus que marché du travail, ce qui est déjà ignoble en soi, quand on y pense. On va vendre des esclaves. Bon, mais marché matrimonial, c'est-à-dire on va vendre de l'amour. Waouh, waouh, waouh. Donc, c'est peut-être. Avec un petit A, alors l'amour. Oui, sexuellement, mais oui, mais derrière, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister actuellement, en ce début des années 2020, à un mouvement chez les plus jeunes, les vingtenaires, les trentenaires, voire même carrément les adolescents, un mouvement un retour vers la beauté, vers le romantisme, pour beaucoup, qui commencent à se dire, mais ça c'est pas un vrai monde, souvent ce que tu disais Stéphane,
c'est un monde artificiel, mais qui le ressentent comme étant, ça colle pas. Prenons l'exemple, ça m'avait frappé, je sais pas si c'était en 2018, il y avait un jeune homme, donc c'était à Lyon, j'ai peut-être beaucoup d'erreurs, mais un étudiant qui s'était suicidé en marquant « Je n'ai pas d'amis ». Il avait 3000 followers sur Facebook. Tout le monde a regardé ça, on se dit, mais c'est un paradoxe. Mais est-ce qu'on n'est pas justement dans le moment où l'individu commence à se dire, surtout chez les plus jeunes, qui finalement sont d'une certaine manière plus matures que des plus anciens, qui se disent, mais tout ça c'est artificiel, c'est pas bon, ça, c'est une erreur. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, mais il y a la mise à distance de l'autre Mais comment qui est médiatisée en fait. il y a cette addiction aussi au réseau. Comment sortir de l'addiction au réseau alors que une addiction aux écrans, une addiction. C'est facile, hein, C'est facile pour tu toi. coupes la machine. Hein. C'est facile pour toi. Oui, non, c'est pas facile du tout. C'est facile pour toi. Comme toute addiction. Faut remplacer par quelque chose. Faut un substitut. Et si tu- Comme, Et si tu es tout la seul, nicotine, imagine, ouais. tu es dans un groupe d'adolescents, tu es tout seul à couper ton réseau. Oui, ben, ça sera coupé dans la vie réelle. Ça ne sera pas seulement coupé du réseau virtuel, mais tu finiras vie réelle. Moi, c'est lorsque je disais à ma fille, il faut absolument que tu ailles te coucher et que tu dors à des heures, à des heures normales. Elle me disait, mais le lendemain, à l'école, ils vont parler de choses et je ne comprendrai pas de quoi. C'est ça. Enfin, bon, c'est pas grave. Et puis À cet âge-là, c'est grave. Ah si, C'est grave de se retrouver coupé des derniers potins. C'est les mécanismes de l'exclusion. L'individu se dit, ça y est, je suis seul au monde puisque je n'arrive plus à communiquer sur des potins, sur l'actualité. Et les cadres de la Silicon Valley, mais ils ne donnent pas d'écran à leurs enfants. Ils sont dans des écoles où il n'y a pas d'écran. Donc il y a un retour à la vie sociale dans la vie. Oui, tout à fait. Les écoles là-dedans, c'est ça, il n'y a pas d'écran. Pour les plus jeunes d'aujourd'hui qui ont connu la période Covid, qui ont connu donc après la pandémie, la période où on nous annonce qu'il y a une guerre européenne, voire un risque de guerre Asie-Pacifique. Puis dans la foulée, crise économique, avec une inflation, une récession qui sont en train d'arriver. Et ce n'est que le début, on ne sait pas ce qui nous attend encore derrière. Enfin, ça, c'est ce qui est annoncé. Oui, mais c'est ce qui est vécu Alors, est-ce que c'est pour les plus vécu jeunes. C'est vécu parce que c'est annoncé ou parce que moi, je sais pas, mais je suis avec des amis, si tu veux, je suis avec des amis, j'entends des choses à droite, à gauche. Bon, en quoi ça a un impact sur ma vie personnelle et mes relations? C'est ça ce que je veux dire, c'est ça si, qui est important. C'est lointain encore. Ça S'il n'y l'est a pas des réseaux sociaux, là, Justement, Je sais pas, je suis pas sur les réseaux Oui, sociaux, donc je oui, pas mais- de problème avec ça. Allons plus loin. On a tous connu par des amis, moi, parce que c'était mes petits filleuls, des gens qui vont dire, ils ont 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et puis ils ont un téléphone portable. C'est 800 € le téléphone portable, les parents sont un petit peu, surtout s'il y a 12 enfants, oh là là. Bon. Et puis les enfants qui expliquent, oui, mais si je ne l'ai pas, mes camarades vont me considérer comme un pauvre, un nul, un incapable, et ils vont, tout ça, ils vont me rejeter. Donc, on est tout dans cette notion de réseau. Ouais, tu piques carrément. Franchement. non, c'est bon, c'est bon. D'accord. Le nivellement. Avec une assiette qui pourrait. Bon. Ah, C'est un nivellement. Il y a le snobisme de la cour de récréation où c'est ça. il faut absolument Non, Être un ami. homme, ouais. Donc, quand j'étais Ah, petit, la marque, c'est un réseau. Ouais, On a mais tous les mêmes marques. donc, Ouais, c'est un réseau. quand j'étais petit, c'était les Oui, sacs mais- à dos américains. Là. oui, mais pour les gens qui sont d'aujourd'hui, dans les années 2020, la problématique, elle est que s'il y a un vrai problème économique, une inflation terrible, et les parents vont dire je peux plus t'acheter ci, je peux plus t'acheter ça, et au bout d'un moment, ils vont être écartés des réseaux directs du moins. Donc ils vont être obligés d'aller vers des réseaux par Internet uniquement, des réseaux en fait on ne peut pas les juger sur leur avoir, on peut les juger que sur leur être ou leur paraître. Donc on arrive dans une période où il va y avoir, je pense, beaucoup de modifications. De plateforme, donc de. D'accord. Donc de création de nouveaux réseaux
plus solidaire. Plus solidaire, oui, c'est un bon mot. Bah, il y a déjà des épiceries solidaires, Il y a des des trocs qui se développent au travers de des plateformes, justement. C'est vrai que ça permet des mises en relation un peu en fonction des intérêts des personnes. Et c'est rapide. Il y a un réseau qui s'appelle Solaris qui va vers ça, vers ces échanges de solidarité, ces échanges de savoir. Alors, il y a quand même un beau côté dans les réseaux, c'est l'abolition de la distance. C'est-à-dire que tu peux finir par discuter avec des gens qui sont à des kilomètres et des kilomètres dans un autre pays, si tu parles un peu anglais en gros, qui est quelque chose d'appréciable. Ça, c'est il y a quand même des bons côtés. La distance est complètement abolie. Ça ouvre au monde. Maintenant, tu vas réseauter avec des gens qui te ressemblent, mais au moins ailleurs. Et quelquefois, ils peuvent avoir un regard un peu différent. Mais l'esprit abolit la distance. Oui, Donc c'est une substitution. oui, d'une certaine manière. Et donc je pense que ça rend aussi paresseux. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces technologies, le téléphone portable et tout, ça, quelque part, ça empêche certaines capacités de se développer. Mais ça en développe d'autres, ça, Ça en développe d'autres. ça en développe d'autres. Alors, Et oui, on n'a pas parlé aussi du réseau, mais des objets, parce que bientôt vous allez avoir des lunettes. qui veut cette part-là? Vas-y, commence. par là. Je pense que c'est en 2025, on va plus avoir de téléphone. Ah oui, puis on aura des lunettes. Et on aura des lunettes, C'est inscrit dessus. Ouais. Bon, les lunettes téléphone. Et oui, tu vas pouvoir voir tes emails, tes messages. Encore plus distrait. C'est bien parce que Il n'y aura plus de différence déjà, avec un simple quelqu'un objet passe en beaucoup fait. Non. Ce sera l'aspect objet séparé de toi, C'est fini. c'est fini. Ça C'est commence à- fusionnel. C'est Ouais, fusionnel. c'est fusionnel. Tu ne pourras plus t'en séparer. Ou alors tu pourras enlever tes lunettes, mais peut-être tu verras plus bien à ce moment-là. Donc, ça devient compliqué, effectivement. Mais ça, je pense qu'il faut résister. Ça, c'est le moment où il faut résister. Il faut interdire ce genre de truc parce que c'est encore pire que les téléphones portables. Ah mais ce sera jamais interdit, parce que tu te rends compte, rappelle-toi des États-Unis, quand il y a eu les premiers trains, et les Amérindiens qui observaient, J'étais jeune à l'époque. c'était jeune, tu te rappelles un peu, voilà, tu te rappelles, et donc dans les années 1860, hein, absolument, tu étais jeune. J'étais chef indien, moi. Ah bah voilà, donc, bah, tu sais, alors, les Indiens qui disaient, ne t'inquiète pas, cette espèce de dragon là ne mange que les blancs, les visages pâles. Donc nous on n'a pas de risque. Que les blancs de poulet, là. Totalement. Donc on a devant nous des gens qui vont se dire, mais si on m'implante un nanocapteur carrément dans l'oreille interne, c'est pas grave non plus. Donc la lunette c'est encore gentil, c'est la préparation à ce qui vient derrière. Donc. Moi, je pense que c'est des filiations, c'est-à-dire qu'il y a ça va prendre des chemins. Tu auras entre guillemets une sorte d'espèce qui sera couplée à la techno. Tu en auras d'autres qui choisiront une voie peut-être entre guillemets plus spirituelle, qui chercheront à développer leurs propres capacités. Et moi, je pense que c'est des choix qui s'ouvrent en ce moment. C'est ça. Mais ça n'empêche pas que les voies seront, à mon avis, toutes explorées. C'est-à-dire ça, c'est pas bien ou mal, mais à mon avis, on a déjà assez de recul historique sur tous ces usages de technologie pour savoir ce qui va quelque part rendre fécond l'humanité ou pas, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on est emmené vers quelque chose qui n'est plus humain malgré nous, ou est-ce qu'on est encore un peu aux commandes pour aller vers ce qui nous semble plus humain. Et voilà, donc ça Ben, à mon c'est avis, la question c'est... homme-machine en fait. Mais oui, mais... Qui peut être vu d'un point de vue positif, mais aussi ça peut être. Si la frontière est floue, parce que la frontière est floue, parce qu'on a des, La frontière, on a des c'est- courants électriques qui nous traversent et
Oui, mais aujourd'hui on dit L'électricité, aujourd'hui on dit c'est des courants électriques, mais peut-être demain on ne dira pas ça, on dira c'est des courants photonico, je sais pas quoi, tétraioniques. Oui, mais C'est la connaissance qu'on a sur nous-mêmes qui se modifie et qui nous modifie et qui se modifie et donc on est en pleine. Mais après il y a quand même des choses qui enferment et des choses qui ouvrent. comment ça se réglera dans le futur? Par contre, ce qui peut être intéressant en pensant réseau, justement, réseau invasif, on évoquait des caméras même embarquées dans des lunettes, et plus loin encore des nanocapteurs carrément dans l'oriental, mais d'une certaine manière, ça résoudrait peut-être l'équation par ce qu'on disait au début de la conversation, c'est-à-dire, c'était toi Serge qui l'évoquait, l'individu qui n'est pas conscient du groupe parce qu'il est complètement dans lui-même, et il y avait eu un rebond après de Stéphane, mais la problématique elle est là, c'est que nous, dans nos sociétés extrêmement individualistes depuis la Renaissance italienne et française, on a cette façon de penser, mais les jeunes gens qui se disent dans mon réseau tout le monde pense comme moi, peu à peu le voisin dans mon réseau c'est plus le voisin, c'est un autre moi. Donc ça peut nous ramener à une pensée plus communicante, j'oserais presque dire communiante. Oui, mais il y a le bas de cette affaire-là, parce que tu resteras dans ce que j'ai dit tout à l'heure, tu resteras dans ta communauté, tu penseras pareil, il n'y aura pas d'ouverture, il n'y aura pas de diversité. Même le langage. Il n'y aura pas de diversité. Le langage même devient tellement spécialisé que, en fait, tu auras des gens qui fonctionnent par domaine. C'est-à-dire qu'à la limite, ils auront beaucoup de mal à échanger avec d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes vocabulaires, les mêmes signes. Bah oui, la science, mais c'est par quartier, je dirais, de vie, hein, entre aussi au niveau sociologique, entre le 16e et le 19e, les gens Oui, le même langage. Bien sûr. Et puis même dans les entreprises, des managers qui vont se gaver d'acronymes pour avoir un jargon pour dire je suis supérieur aux gens, ils ne se connaissent pas mes acronymes. Ah. Ouais, les ingénieurs font ça aussi. Oui, je pense que c'est vraiment tout le monde. Alors à nous de nous libérer justement des jargons, Oui, parce que là, des cibles. je pense pas, est-ce qu'on ne perd pas de l'intelligence, quelle qu'elle soit, émotionnelle, intellectuelle, à se couper de l'autre par peur de l'autre, parce qu'il ne pense pas comme nous, parce qu'il n'est pas dans le même réseau que nous. C'est délicat, on superpue la contradiction, la contradiction. Et souvent, c'est très visible sur Twitter, dès que quelqu'un dit quelque chose un peu mordant à l'autre, il bloque en fait. C'est-à-dire qu'il va rejeter tout ce qu'il va même plus voir ce que l'autre dit. Donc c'est une manière de le nier, de nier son existence. Oui, tu l'envoies en prison. Voilà, en prison, voilà. Et c'est assez flagrant de ne pas supporter la contradiction comme des espèces de narcissiques fragiles. C'est les travaux là excuse-moi, je t'interromps. C'est les travaux qui étaient menés à Compiègne sur justement les travaux qui étaient menés à Compiègne sur la rupture de communication, qui est l'archétype en fait du problème de sens et qui crée les accidents. En fait. C'est le fait il reste plus rien qu'un je n'ai pas envie de communiquer. Donc ça c'est l'accident dans le domaine de la communication, c'est ça. C'est la non-communication qui est c'est l'intention de ne pas communiquer. Mais n'avez-vous pas, Patrick et Stéphane, justement l'impression que le processus qu'on observe dans les réseaux, que vous venez de décrire tous deux, ce serait simplement une amplification d'un processus qui existe dans la vie courante? Et pour moi, là, ce que j'ai souvent observé, moi j'aime beaucoup jouer. Et j'ai remarqué que le jeu, c'est un moteur justement d'envie de se diversifier, d'explorer, mais c'est dangereux. Je me rappelle toujours un jour où je devais être âgé de 29-30 ans, je suis dans un métro, je suis assis tranquillement, et il y a quelqu'un qui me frotte la nuque. Au bout d'un moment, je demande qu'on arrête ça. Je me suis retourné, j'ai demandé, c'est une fille?
Et à côté, il y a son compagnon. Et son compagnon qui va m'en mettre une. Alors, je me défends. Mais en même temps, moi, j'éclate de rire. Et là, le gars, il est dans une colère énorme. Comment ça? En plus, tu te moques de moi. Alors, heureusement, après, il y avait deux hommes forts de je ne sais pas combien, 45 ans, 50 ans, qui nous ont séparés. Ouf, parce que moi, j'étais dans l'ambiance de ça m'amuse. D'accord. Mais l'autre, ça ne s'amusait pas du tout. Et pire que. Plus je m'amusais, pire c'était pour lui. Donc, je pense que. C'est la même planète, quoi, pas du tout dans le même univers de communication. Exactement. Et dans les réseaux, c'est la même amplification, mais démultipliée. Alors, cela dit, hein, dans les réseaux, il y a un problème qui passe par l'écrit. C'est-à-dire qu'on passe par. On écrit des choses et quelquefois le ton avec lequel on peut faire une communication orale peut atténuer un certain nombre de paroles. On peut reprocher à quelqu'un quelque chose, mais avec le sourire. Et c'est comme ça que sont nés les smileys. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est parce que comme c'est écrit, on ne peut pas voir quel ton c'est, donc voilà, et les émoticônes, voilà, tout à fait. Oui. C'est comme ça que c'est né, c'est parce qu'on passe par l'écrit, mais qu'il y a l'intonation qui change, donc un petit mot un peu dur, mais avec un petit clin d'œil derrière, et ça passe tout de suite mieux, comme dans la vraie vie à l'oral. Oui, c'est ça. C'est intéressant d'ailleurs d'y penser parce que, comme bien sûr tu le sais, il y a deux réseaux de neurones qui contrôlent l'écrit et l'oral. Dans 2012, on a trouvé qu'il y en a un troisième qui contrôle justement ce langage télégraphique. Oui, on écrit comme on parlerait. Et ce qui devient intéressant, c'est de se demander comment ça va évoluer parce que au bout d'un moment, on va avoir des gens qui seront, comme tu l'as dit, les cris. On pensait qu'on criait. Bon. Donc, justement pas, en fait. Voilà, justement, c'est un moyen de crier sans avoir l'air de crier. Si on discute dans 5 ans, en réalisant, tu te rappelles, on avait travaillé sur les réseaux. Même s'il y a eu une crise économique, tu dis tout ce que tu veux, c'est 5 ans plus tard, on a ce temps mis en mémoire. Par notre capacité au niveau des neurones conceptuels, on va en restructurer et nous rappeler. Oui. Moi, je t'entends En réfléchir. présence. Mais si jamais il y a un Zoom, je me souviens de notre système de visioconférence, Skype, Teams et autres, j'ai l'impression de mémoire, d'avoir le souvenir, alors ça, je n'avais pas tous les gestes, je n'avais pas l'odeur du fromage, le chaours et je ne sais quoi, mais j'ai souvenir de gens que j'ai vus avoir des mimiques particulières. Donc finalement, on a quand même le temps qui dure, on reste dans le schéma proustien que tu évoquais tout à l'heure, on a encore ce temps rappelé, remémoré. Donc on n'est pas, parce que ce serait des réseaux, complètement coupés de ce qui s'est produit. Ouais, mais ce que je pense, c'est que c'est pas la même chose que, par exemple, tu es ici et tu penses à quelqu'un. Là, c'est du temps réel. La conscience, elle est là, présente. Oui. Alors que si tu mets un artefact technologique pour communiquer avec ta chérie ou je ne sais pas, en fait, de fait, la conscience sera plus synchronisée. C'est-à-dire que tu vas parler à une illusion, une image qui est une duplication de toi, qui est parcellisée et qui est... Oui, et donc je pense que ça a une influence profonde sur l'expérience vécue dans le collectif. C'est-à-dire qu'un collectif décalé dans le temps n'est pas un collectif qui est dans le temps réel. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et si par exemple avant, quand les gens étaient dans les montagnes, si j'ai déjà raconté cette histoire ici, mais quand un des paysans avait un problème avec ses bêtes qu'il était dans les montagnes, généralement, comme il y avait une proximité entre les familles, ils sentaient s'il y avait un problème. Ils n'avaient pas... Ils intuitaient. Je ne sais pas s'ils intuitaient, mais comme ils étaient très connectés dans l'être, dès qu'il y avait une émotion ou un truc qui n'allait pas, bah, il le sentait, puis il prenait son cheval, puis il montait pour aller voir ce qui se passait. Et moi, je pense que toutes ces technologies, elles réduisent elles amènent à être quelque part un peu paresseux par rapport à ces capacités qu'on a qui sont collectives. Et donc, je pense que le chaos, ou en tout cas la difficulté sociale dans laquelle on rentre, elle pourrait peut-être être liée aussi à ça,
au fait que ces technologies, quelque part, elles nous tordent le corps social, quoi, je sais pas comment dire, le corps collectif. Elles font un peu, c'est un peu comme du maquillage, quoi. Du maquillage, Oui, du fond. voilà, tu. Alors, c'est- j'entends ton discours, mais j'ai une parade que j'utilise depuis quelques années, à savoir que j'ai observé, à un moment donné, avec étonnement, et je l'ai pas observé dans un sens critique, dans un sens c'est un intrus, mais dans un sens positif, constructif. J'ai observé que YouTube, par exemple, en tant que donc, réseau, en tant qu'algorithme fondamentalement, répondait à ce que j'avais cherché récemment. Mais au bout d'un moment, j'ai découvert qu'il répondait même à ce que j'allais trouver. C'est-à-dire, j'étais en train de chercher ça il y a 3 jours, et puis là, aujourd'hui, ça commençait à penser dans quelques neurones miens, mais et si je m'intéressais à ceci ou cela, d'un coup, je vois ceci et cela qui apparaissent, et je me dis, cet algorithme, il est capable de penser comme je pense. Est-ce que c'est l'algorithme? Mais Moi, c'est là où là, on parle de la Maya, c'est qu'en réalité. non, mais attention. C'est toi. J'insiste, j'ai pas envie de dire c'est un grand méchant ou c'est quelqu'un qui contrôle, ou je ne sais pas pourquoi mon cerveau va prendre cette information sur la ligne qui est là et pourquoi d'ailleurs ça arrive en première ligne. C'est pas tout ça, c'est plutôt de me dire très constructivement, c'est comme si j'étais arrivé en harmonie avec le tout à travers ce réseau YouTube en l'occurrence. Et là, c'est plus un ennemi qui essaie de me contrôler, c'est peu à peu un ami avec qui je peux dialoguer, c'est presque un jeu. Alors je viens sur le côté jeu que je favorise toujours. Et c'est amusant, je joue avec lui, c'est-à-dire, là maintenant j'ai telle idée, est-ce qu'il va me la lancer? Mais là, tu es conscient, toi, faut jamais oublier que tu sais ce qui se passe. Donc c'est une grande différence. Oui, si quelqu'un La ne masse. sait pas. La masse. Mais ami ou ennemi, ça te renvoie à toi-même. Oui, Donc, oui. Que ce soit un algo ou que ce soit, je sais pas, des signes dans la rue, en fait, tu es avec toi-même. Donc tu utilises quelque chose qui est quelque part projeté à l'extérieur pour te renvoyer vers toi-même. Que ce soit, à mon avis, que ça soit un algo, ne change pas grand-chose. Alors si, Est-ce que c'est peut-être plus dynamique, c'est peut-être plus, comment dire ça, c'est plus précis. plus, Un événement qui m'arrive, je peux me dire à la pensée des Fioretti de François d'Assise ou des pensées sur les homènes de Carl Gustav Jung, je peux très bien me dire, mais oui, bien sûr, un signe qui revient vers moi, je l'interprète comme ça, mais là, je n'interprète rien. Il se pense en moi qu'après ceci, il faudrait que je travaille sur ça, et il apparaît sur mon YouTube, tiens, première ligne, cela. Waouh. C'est des associations d'idées. Je pense qu'il voit. Il est il est programmé pour voir que telle personne qui a vu telle vidéo va aller voir ensuite telle vidéo. Et en fait, toi, tu reproduis le processus. Tu te trouvais dans la gaussienne, quoi. Absolument. Oui. Voilà. Donc, si tu avais ce jour-là, tu as des pensées originales. Mais si ce jour-là, tu avais eu des pensées plus originales, peut-être que YouTube t'aurait pas proposé quelque chose qui est plus proche de ce que tout à fait. Parfois, j'ai testé en effet en tant que plus original. Voilà, et là, il va pas te le proposer. Je pensais, enfin c'est totalement différent de ce que je vais dire. Je pensais au réseau d'antan, au réseau, toute forme de réseau depuis que l'homme est homme, donc les groupes, les tribus. Voilà, dans la préhistoire lointaine. La préhistoire lointaine, on était dans un réseau. On était dans sa tribu, finalement, maintenant on est aussi dans notre tribu. Qui n'est pas de notre tribu n'entre pas dans notre réseau, alors il faut montrer patte blanche. Et finalement, ce que je me disais, c'est que les réseaux, à travers le temps, ont toujours été là pour diviser, ont toujours été là pour suivre une voie déjà toute tracée, par la société telle qu'elle était aux différentes époques. Donc on a eu une société où on a eu
on était en réseau, en tribu, parce que la société nous demandait d'être comme ci, comme ça, à cette époque-là. Et finalement, on a une perte de curiosité, et là ça va loin dans ce que je dis, parce que ça a toujours été comme ça, on a une perte de curiosité de l'autre, de qui il est, parce qu'on a cet instinct à se regrouper, cet instinct finalement à se défendre, à défendre son petit précaré d'idées, son petit précaré je trouve pas le mot, c'est J'y mettrais un... d'automatisme, Oui. son précaré aussi bah, non, vas-y. Je mettrais un... dire c'était ça. Je mettrais un bémol, notamment quand tu évoques les réseaux divisent, parce que, bon, pensons à la langue d'Ésope, ce grec qui a inspiré Jean de La Fontaine, eh bien, qui nous dit ce qu'il y a de meilleur, c'est la langue, mais ce qu'il y a de pire, c'est la langue, puisque la langue dit des belles phrases et en même temps d'horribles phrases. Bon, il y a beaucoup d'humour dans sa réflexion, mais en soi, oui, le réseau aussi, c'est pas que ce qui divise, c'est ce qui réunit les gens dans des communautés, parce que tout le monde n'a pas l'intelligence. Et d'ailleurs, quand on est petit, on n'est pas très intelligent, on est bébé, heureux. Donc au début, on a papa-maman, on a un petit clan, justement, une petite tribu. Et puis au bout d'un moment, bah, chez certains, ça va rester toute la vie, la petite tribu, qui n'a pas grandi. Puis chez d'autres, parce qu'ils sont confrontés, choqués avec le vaste monde et la diversité, il va y avoir une plus grande tribu, voire plusieurs tribus. Donc tout le monde n'a pas la même évolution possible.